Grégory Joron, 6 mineurs interpellés, certains sont déjà connus des services de police. On a le sentiment que le schéma est toujours le même, que ces jeunes ne craignent ni la police, ni d'éventuelles sanctions judiciaires. Bonsoir. Oui, bon après j'ai envie de dire c'est presque le combo habituel, surtout l'été. Donc rodéo, guet-apens ou pas, ça l'enquête le dira, mais le ressenti en tout cas de mes collègues agressés et de ceux qui sont venus en renfort, c'était bien que c'était quand même plutôt un guet-apens vu la préparation des choses et la manière dont ça s'est déroulé dans le temps. Ensuite, en effet, des mineurs, mais ça, c'est un peu le fléau et un peu l'impasse. Et on verra ce que donne l'évolution de la loi qui a été portée par le garde des Sceaux dans la gestion justement de ces mineurs délinquants. C'est toujours un peu la même chose, donc il y a forcément un peu d'abattement. Le ministre s'est déplacé à Créteil et c'est plutôt une bonne chose parce que quoi qu'on en dise, les collègues voient ça plutôt d'un bon œil parce que c'est un soutien au moins affiché et affirmé. Ça fait toujours du bien quand on est dans le dur comme ça. Et Grégory Joron, je comprends, mais ce sont toujours les mêmes mots qu'on entend de la part du ministre de l'Intérieur. Et les histoires se répètent tout au long de l'année, on l'a bien vu. Oui, alors après le ministre, il n'est pas juge. Et nous non plus d'ailleurs. Donc après forcément on passera encore sur l'autre débat qui est finalement de toute façon quelque chose d'assez sociétal puisqu'on l'a déjà développé X fois, même ne serait-ce que sur votre antenne, qui est celui de la réponse pénale. Alors on ne va pas réopposer la police et la justice. Vous savez bien que je suis pas dans ce schéma-là du tout. Travaillons d'ailleurs étroitement avec Unité Magistrat assez régulièrement, notamment encore demain sur une audition sur les rodéos. Donc c'est pas du tout ce schéma-là, mais reste quand même la question posée des mineurs délinquants, multirécidivistes, vous l'avez dit, sont connus, et de savoir ce qu'on va faire et ce que la justice va prendre comme orientation. J'ai bien peur que malheureusement, comme d'habitude, ça ne soit pas à la hauteur des faits, parce qu'il y a déjà en effet des questions de qualification. Si on est sur l'assassinat ou tant mieux, faut la tentative. J'aimerais aussi que soit retenue celle du guet-apens, parce que le guet-apens, depuis la loi de 2007, je précise que c'est quand même quelque chose de criminel dès lors que c'est organisé en bande. Et ça semblait le cas ce week-end. Écoute, comment on fait pour inverser le rapport de force, pour changer les choses? Qu'est-ce qui vous manque concrètement déjà en termes de moyens? Jean Castex hier a annoncé 900 millions, c'est presque 1 milliard d'euros supplémentaires pour le ministère de l'Intérieur pour l'an prochain. C'est une somme colossale. Qu'est-ce qui vous manque concrètement pour pouvoir inverser le rapport de force dans ces quartiers? Bon, je pense qu'il manque plein de choses. Déjà une vraie volonté politique, qu'on se le dise. Moi, je vais pas faire de langue de bois. À un moment donné, alors franchement, on se satisfait de l'augmentation budgétaire. On va voir comment elle prend forme. Mais ça peut être une bonne nouvelle. On part de très loin. Je le rappelle, comme j'ai dit déjà au ministre, il s'est lancé dans un marathon avec quand même un sac à dos de 40 kilos, parce qu'on a énormément de retard. Donc tant mieux. On a des gros efforts budgétaires qui vont venir régler notre problème de parc immobilier, parc de véhicules, matériel, caméras piétons, tout ça on l'a dit, c'est des avancées qui sont notables, elles sont surtout palpables et c'est vraiment une bonne chose. Après reste en effet la considération des agents et leurs conditions de travail face à ces réalités de terrain qu'on a pu voir encore à bon œil. Inverser la tendance, ça va pas être pour demain. Ça va pas être pour demain parce qu'il y a un vrai sentiment d'impunité, ça a été dit. On a des jeunes mineurs qui sont multirécidivistes, multiréitérants, qui clairement ont bien compris qu'ils n'avaient pas grand-chose à craindre malheureusement de la justice de notre pays. C'est comme ça, faut dire les choses. Et je jette pas l'opprobre sur la justice, elle fait aussi ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Mais à un moment donné, on a aussi, moi je le dis, je l'affirme, je le dis au garde des Sceaux lors des réunions du Beauvau de la sécurité, on a aussi une politique pénale qui est venue un peu balayer et s'empiler à force de circulaires, de dépêches, etc., qui est venu quand même totalement vider de son sens nos sanctions pénales. Aujourd'hui, en France, on est quand même le seul pays au monde qui prononce des sanctions qui ne sont jamais appliquées, quelles qu'elles soient. Soit elles sont aménagées, soit il y a des réductions de peine. Finalement, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens dans le temps et ça envoie des très mauvais messages à l'endroit de ces délinquants multiréitérants. J'insiste, moi, sur le fait, parce que, pareil, je le dis, je reste cohérent avec ce que j'ai toujours dénoncé, la notion de guet-apens. La notion de guet-apens, elle existe dans la loi. Nous, on ne demande pas à changer les choses. Elles sont déjà plutôt bien faites à certains moments. Et en l'occurrence, pour cette question-là, je pense qu'elle a été traitée. Puisque les parlementaires ont déjà légiféré. L'article 222-14-1, qui a été créé en 2007, suite justement aux émeutes de 2005, vient préciser ce que c'est qu'un guet-apens et vient criminaliser ces faits-là.
c'est pas rien quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Et l'enquête, effectivement, dira ce dont il s'agissait exactement. Oui, mais ce qui est important, c'est juste qu'on sorte de la notion de violence volontaire. D'habitude, ces affaires-là sont traitées parce que ce qu'ont vécu mes collègues à Bonneuil-sur-Marne, c'est juste ce qui est vécu tous les soirs, quasiment dans tous les quartiers de France, ou pour beaucoup. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un guet-apens, quand vous lisez ça, ce qui est arrivé à notre collègue qui a été blessé et qui a reçu plus de 8 jours d'ITT, eh ben, les auteurs de ce fait-là, ils sont normalement punis de 15 ans de prison et de réclusion criminelle. C'est ça la réalité. Alors que les procureurs eux-mêmes déjà qualifient les choses souvent de violence volontaire et ne vont pas jusqu'à l'utilisation de cet article. Le garde des Sceaux m'avait dit qu'il ferait une circulaire pour enjoindre les parquets à qualifier de cet article-là plus régulièrement. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Et moi, justement, j'en appelle à ça. À un moment donné, il faut bien nommer les choses. Si c'est un guet-apens en bande organisée avec des armes qui ont valu plus de 8 jours d'ITT à mes collègues, eh ben c'est 15 ans de réclusion que ces gens-là s'exposent. Voilà, plus de 85 faits de violence par jour et ça ne concerne que la police nationale, pas les gendarmes, pas les surveillants de prison, pas les pompiers. C'est un chiffre énorme et au-delà de ça, ça donne aussi le sentiment qu'un policier peut risquer sa vie pour pas grand-chose. Vous êtes toujours avec nous, Grégory Joron. Tout ça, ça génère évidemment un mal-être très fort au sein de la profession. Et depuis le début de l'année, on a 23 policiers qui ont mis fin à leur jour. C'est un peu plus de 3 policiers par mois. Un taux de suicide qui est équivalent au double de la moyenne nationale. C'est un sujet tabou chez les policiers et Place Beauvau également. C'est pas un sujet tabou, c'est un sujet autour duquel il y a une certaine omerta, ça c'est une réalité. Déjà parce que c'est 23 depuis le début de l'année, mais je rappelle qu'en 2019, on a eu un pic à 59 suicides, ne serait-ce que pour la police nationale. Je suis pas sûr qu'on puisse réduire ça simplement au mal-être généré par les fonctionnaires agressés. Clairement, c'est aussi un tout. En termes, je pense que la menace, elle est même plutôt endémique, j'ai envie de dire, en termes de reconnaissance des agents, de la perte de repères. J'allais vous demander quels étaient les autres facteurs de mal-être qui concernent les policiers, bien évidemment, autres que les agressions. Alors, aujourd'hui, un policier est en milieu hostile, qu'il soit en service ou hors service. On voit bien régulièrement, et vous traitez d'ailleurs le sujet assez régulièrement, de fonctionnaires de police aussi malheureusement agressés alors qu'ils sont reconnus en faisant les courses avec leur famille ou en se promenant avec leurs enfants et malheureusement sont pris pour cible jusqu'à leur domicile, on le sait. Donc ça génère forcément déjà des sources de stress et c'est évident. Au-delà de ça, aujourd'hui, un fonctionnaire de police, il est donc en milieu hostile, je viens de le dire, mais en interne aussi, c'est-à-dire qu'on a toujours une forme à des moments de management archaïque, de souffrance au travail. On a des points qui sont assez cristallisés sur l'ensemble du territoire et qui sont souvent assez difficiles à régler, avec encore une administration qui, il y a quelques semaines, a été condamnée pour harcèlement à l'endroit d'agents, avec des mal-être reconnus. Alors la parole se libère, les outils se mettent en route, mais c'est encore très très long, on est encore très loin d'être efficient sur ce sujet-là. Et moi j'ai envie de parler aussi simplement de ressources humaines. Vous savez qu'on a par exemple des mutations au sein de la police nationale. Il faut savoir que cette année, comme l'année dernière, et j'en avais pas d'ailleurs parlé au ministre à notre dernier congrès, j'en ai fait un point, moi il me semble très particulier, parce que c'est ce qui contribue justement à donner un peu de visibilité aux agents. Aujourd'hui, le mouvement de mutation, les collègues qui vont être mutés au 1er septembre, ils l'ont appris le 16 juillet. Le 16 juillet, tout simplement, les inscriptions pour l'école de vos enfants, c'est déjà terminé. Vous avez un mois pour donner votre dédite pour votre loyer et pour quitter votre logement. Et ça vous met dans une insécurité et un stress qui est assez énorme quand vous devez déménager à 600 km pour vous rapprocher de votre noyau familial ou aller dans une région qui vous intéresse parce que vous y êtes attaché d'une manière ou d'une autre. Et ça, je pense que ça contribue aussi au mal-être du policier, c'est-à-dire à faire en sorte qu'il ne puisse pas se projeter dans sa carrière, que ce soit en termes de mutation. Je ne parlais pas des avancements parce que vous connaissez les carrières, c'est un peu technique, mais les carrières en tout cas des gens que je représente, à savoir les gardiens de la paix et les gradés, c'est juste chaotique. Et aujourd'hui, le meilleur gardien de la paix a très peu de chances de finir finalement major de police, voire brigadier chef, puisque c'est le parcours du combattant pour avancer dans notre corps. Donc c'est un tout, management, RH, évidemment dimension sociétale avec la position du policier dans notre société. Tout ça c'est un tout et en tout cas il n'y a pas de recette et de baguette magique pour régler ça d'un claquement de doigts. Ça va être encore sur un temps long, mais il y a quand même à certains endroits, je finirai là-dessus, une certaine omerta pour traiter de la question du suicide, c'est une réalité.
On va peut-être poser la question à Grégory Joron qui nous écoute. Je voulais juste lui poser une question à Monsieur Joron parce que vraiment, moi, il y a quelque chose qui m'a touché. Vous l'avez tous dit, effectivement, Monsieur Joron l'a très bien dit, on a un problème à l'extérieur, quand on est à l'extérieur en tant que force de l'ordre, mais aussi à l'intérieur. Et je voudrais savoir si vraiment cette problématique que vous avez explicitée sur les mutations, le bien-être au sein du travail, ça a vraiment été entendu au sein du... vous voyez, je me fais un peu l'avocat du diable en étant député de la majorité, mais ça a été entendu au sein du Beauvau de la sécurité parce que vraiment, ça m'a... Est-ce que des mesures, des groupes de travail débouchent sur des mesures? Est-ce qu'il y a des choses, des initiatives qui sont prises? Non, non, plus sérieusement, parce que le sujet est grave. J'ai interpellé une ministre qui est venue à notre congrès, justement sur la question des mutations, parce que ça me semble assez emblématique, comme j'ai pu vous l'exposer il y a quelques minutes. Ça a été pris en compte. Il y a des réflexions qui sont. Et ça, je me paye pas de mots. Hein, je rentre pas dans un discours de politique syndicale. C'est une réalité. Moi, j'ai dit qu'il fallait de toute façon poser une deadline sur ce mouvement de mutation, qu'on se dise, allez, 30 avril ou 30 mai maximum, grand maximum, les collègues mutés doivent savoir où ils vont. Autrement, c'est juste pas humain de pas pouvoir se projeter. Vous le savez très basiquement, monsieur. En plus, vous êtes médecin. Même les personnes en fin de vie se projettent parce que notre cerveau est fait comme ça et qu'on a besoin de se projeter tout le temps. Eh bien, le flic aujourd'hui, il n'a pas le droit de se projeter. Donc c'est ça, déjà, il faut régler ces choses-là, qui sont des leviers RH, qui sont très atteignables. On ne parle pas de pognon, là, on ne parle pas de budget, on ne parle pas d'argent, on parle simplement de fonctionnement et de règles de gestion. Déjà qu'on atteigne ça, qu'on redonne un peu de repères aux policiers dans leur carrière, et ça sera déjà, alors je ne vais pas dire que ça sera un grand pas, mais ça sera déjà un peu de stress enlevé, parce que le métier il est déjà bien compliqué. Moi, je ne vais pas non plus rentrer dans des débats avec des sociologues. J'ai entendu oui, ça augmente la violence, etc. Moi, j'ai un chiffre qui parle de lui-même et qui me semble très basique, mais plutôt efficace. C'est le nombre de blessés en service. Il a explosé. Et ces collègues-là, je peux vous assurer, messieurs, ils ne se blessent pas en faisant du sport. On n'a pas le temps de faire du sport dans la police. Donc ils se blessent parce que finalement, ils sont confrontés de plus en plus à des événements violents et à des missions qui le sont et à des interventions qui le sont. Donc ce chiffre-là, il vaut tous les débats de sociologues, etc. Moi, je sais que mes collègues, ils vont au carton tous les jours. Et malheureusement, le résultat, c'est qu'ils sont de plus en plus blessés. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé grand-chose et il reste encore beaucoup de chemin. Je rectifie juste un truc. En effet, monsieur Licia, je pense, avait raison de dire que ces dernières années, finalement, la part des avancées qui étaient faites, elles étaient faites, je pense qu'il a voulu dire, je me permets de préciser, elles ont été faites en termes indiciaires et salariales au détriment peut-être en effet de tout ce qui est conditions de travail. Et là-dessus, je pense qu'on est tous responsables, et nous-mêmes, syndicats de police, et il faut des fois faire notre introspection. Moi, j'essaye de la faire de temps en temps. Je pense qu'aujourd'hui, quand on fait le tour et qu'on discute avec nos collègues, mais évidemment, si le salaire c'est important, évidemment, je pense qu'ils ont plus envie de parler de reconnaissance, souvent, de plus envie de parler de moyens et de qualité de vie au travail. Donc je pense qu'à minima, on leur doit ça. En tout cas, ma mission, c'est de se battre pour essayer d'améliorer ça. Grégory Joron, une dernière question. Quelles sont les structures qui encadrent justement les policiers lorsqu'ils sont en détresse? Je parlais des 23 suicides depuis le début de l'année, mais il y a eu aussi un pic de suicides, 59 suicides en 2019. Il y a un peu plus de 20 ans, en 1996, un autre pic de 70 suicides. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour écouter les policiers? On sait qu'il y a une défiance parfois vis-à-vis des psychologues qui sont imposés par la place Beauvau, par le ministère de l'Intérieur, parce que justement, on a peur d'être jugé, on a peur de perdre l'usage de son arme. Qu'est-ce qui aujourd'hui permet aux policiers de souffler, de s'exprimer? Il faut savoir déjà que de toute façon, tous les systèmes sont sous-dimensionnés. La médecine de prévention, c'est pitoyable. Le nombre malheureusement de psychologues opérationnels, je crois, je ne vais pas vous dire de bêtises, je pense qu'ils sont, je suis pas très précis peut-être, mais à peine plus d'une centaine pour 100 000 agents, 105 000 agents, 150 000 agents si on compte nos collègues évidemment policiers administratifs, techniques, scientifiques, les officiers, les commissaires. Donc vous voyez, on est très loin de ce qu'il nous faudrait pour finalement avoir ce temps de parole. Et puis en fait, voilà, j'ai envie de dire, ce qui manque, et c'est un luxe absolu, c'est juste le temps. On n'a plus de temps dans la police, on n'a plus le temps de parler, nos cadres n'ont plus le temps de parler à leurs effectifs, ils n'ont plus le temps de débriefer, ils n'ont plus le temps de se réunir quand il y a des choses difficiles qui arrivent et quand ils sont confrontés à des violences. Ce qui nous manque, c'est le temps. Voilà, on n'a plus de temps, on est bouffé par l'opérationnel, on court partout et les collègues doivent avaler ça. Ils doivent, je vais être un peu cru, mais parce que j'ai visité par exemple une sûreté départementale la dernière fois dans le 91, entendre les collègues se dire qu'ils sont confrontés quand même à des gens qui vivent des choses absolument
immondes qu'on peut même pas raconter à cette heure-là sur votre antenne. Je veux dire, des viols affreux en réunion sur des personnes âgées, enfin des trucs qu'on peut même pas imaginer. Donc ils avalent ça. Et à 19h, ils rentrent chez eux et ils deviennent pères de famille, mères de famille, ils font des pâtes et après ils disent une histoire à leurs enfants. Et bien rien que ça, je veux dire, ce temps de décompression, ce sas de décompression qu'on devrait avoir, parce qu'on est quand même un peu humain, vous l'avez dit, heureusement, ça les policiers ne l'ont pas. Donc ils mangent tout ça, ils mettent ça dans le sac à dos et des fois le sac à dos devient trop lourd. Sur le suicide, vous nous avez parlé d'outils, je suis un peu long, je suis désolé, mais c'est tellement prégnant. Ce sera le mot de la fin, Grégory Joron, sur ce Il y a thème. un plan de mobilisation de suicide qui est mis en place. Il doit s'appuyer sur 10 outils qui existent, le CHSCT, les cellules de veille, etc. Sauf qu'aujourd'hui, l'administration elle-même est incapable d'appliquer le minimum requis pour ces outils-là. Donc qu'on nous dit s'appuyer là-dessus, et finalement, nous qui siégeons dans ces comités, on voit que malheureusement, il y a encore X endroits où ils ne sont même pas réunis 2 fois par an, et les cellules de veille qui sont obligatoirement réunies annuellement ne le sont pas, on se dit quand même qu'on est mal barré, parce que déjà le minimum, on ne le fait pas. Donc il y a encore un énorme chemin à faire si on veut cette prise en compte-là pour nos collègues.